Un Boeing 767 est en approche finale, se préparant à l'atterrissage dans le cockpit. Les deux pilotes savent que, dans quelques secondes, ils vont devoir faire atterrir leur énorme avion sur le ventre et les réacteurs. Qu'est-ce qui a causé cette situation et pouvait-elle être évitée? Restez avec nous. Merci à Blinkist d'avoir sponsorisé cette vidéo. L'histoire du vol 16 de Lot Polish Airlines a en réalité commencé près de 11 ans avant l'incident. Car en juin de l'an 2000, Boeing avait commencé à recevoir des rapports de certains de ses exploitants indiquant que certains de leurs flexibles hydrauliques en Kevlar connectés au train d'atterrissage montraient des signes d'usure prématurée. On a découvert que cela était dû au dépassement du rayon de courbure minimal du flexible et ils ont trouvé une solution à ce problème. Boeing a constaté que s'ils ajoutaient un support et un nouveau raccord pivotant au flexible, cela permettait d'atténuer le problème. Ils ont donc envoyé un bulletin de service à tous leurs exploitants indiquant que si vous faites cela, si vous installez ces nouvelles pièces sur le système de flexible hydraulique, cela résoudra le problème et prolongera la durée de vie du flexible. Cependant, ce bulletin de service était de faible priorité, ce qui signifie qu'elle n'était pas obligatoire. Et il revenait aux exploitants de décider s'ils voulaient ou non la mettre en œuvre. La compagnie Lot Polish Airlines a décidé, après avoir examiné ses propres données, de ne pas la mettre en œuvre sur cet avion en particulier. Ces flexibles hydrauliques nécessitaient une révision obligatoire toutes les 6000 heures. Et la dernière fois que ce flexible en Kevlar en particulier avait été inspecté, c'était environ 6 mois avant l'incident. Et aucun problème n'avait été détecté lors de cette inspection. Une autre caractéristique technique que vous devez comprendre pour que cette histoire ait du sens, c'est la disposition des disjoncteurs à l'intérieur du cockpit du Boeing 767. Donc, les disjoncteurs sont ces petits boutons ronds qui se trouvent principalement derrière le commandant de bord et le copilote. En entrant dans le cockpit et en regardant derrière eux, vous verrez de nombreuses rangées de disjoncteurs. Ils fonctionnent exactement comme les fusibles que vous avez chez vous. Si la charge électrique qui passe par le disjoncteur dépasse une limite prédéterminée, le disjoncteur sautera. Cela signifie dans ce cas qu'il va ressortir du panneau et qu'un petit anneau blanc apparaîtra pour indiquer qu'il a sauté. Et cela coupera alors l'alimentation des composants qui sont connectés à ce disjoncteur particulier, n'est-ce pas? Ils sont organisés selon un motif en grille, avec des lettres à la verticale et des chiffres à l'horizontale. Donc, si un pilote doit trouver un disjoncteur, par exemple, si une checklist normale indique qu'il doit tirer un disjoncteur spécifique, eh bien, ils vont alors chercher Alpha 1 ou Foxtrot 6, par exemple. Le panneau de disjoncteur situé derrière le copilote s'appelle P6 et celui derrière le commandant de bord s'appelle P18. Sur le Boeing 767, ces panneaux de disjoncteurs descendaient jusqu'au sol et Boeing a commencé à recevoir des retours indiquant que la rangée de disjoncteurs la plus basse était tellement proche du sol que les agents d'entretien qui nettoyaient le cockpit pouvaient accidentellement tirer sur un disjoncteur ou qu'un pilote rangeant son sac de vol pouvait faire exactement la même chose. Boeing a pris en compte ces retours, donc à partir du Boeing 767 avec le numéro de production 863 et au-delà. Ils ont installé une sorte d'arceau de protection pour protéger le disjoncteur. Mais ce Boeing 767 impliqué dans cet accident portait le numéro 659. Donc, il n'était pas équipé de cet arceau de protection. Cet arceau de protection pouvait être installé ultérieurement moyennant un coût supplémentaire, mais cela n'avait pas été fait sur cet avion. Tard dans la soirée du 1er novembre 2011, l'équipage du vol 16 de la compagnie Lot Polish Airlines a commencé à se préparer pour leur vol de l'aéroport international de Newark, aux États-Unis, vers l'aéroport international de Varsovie, en Pologne. Lorsqu'ils sont sortis de l'avion, celui-ci avait déjà été inspecté par un ingénieur d'une société d'ingénierie externe et il n'avait rien trouvé d'anormal sur l'appareil. L'équipage comprenait 2 pilotes, 8 membres du personnel de cabine et un total de 221 passagers pour le vol ce jour-là. L'équipage de conduite avait déjà effectué toute la préparation avant vol. La météo à Newark était bonne sur le trajet, aucun problème n'était attendu. Et la météo à Varsovie devait également être bonne, avec seulement quelques nuages élevés et des vents très faibles. Ils ont décidé que le commandant serait aux commandes et le copilote assurerait la surveillance. Les 2 pilotes de ce vol sont très expérimentés. Le commandant de bord a 57 ans, avec près de 16 000 heures de vol au total et beaucoup d'expérience sur cet avion.
Le copilote a 51 ans avec un peu plus de 9400 heures de vol au total. Le commandant de bord est sorti pour faire le tour de l'avion, pendant que le copilote vérifiait la sécurité. La procédure préliminaire du poste de pilotage a été effectuée conformément aux procédures opérationnelles standards de LOT. À ce moment-là, une partie de cette préparation préliminaire du poste de pilotage consiste à examiner très attentivement les deux panneaux de disjoncteurs pour s'assurer qu'aucun disjoncteur n'est déclenché. Et la façon de faire cela, c'est de se tenir parallèlement à la paroi et de regarder de haut en bas. Parce qu'en faisant cela, il devrait être assez facile de repérer l'une de ces couleurs blanches qui indique un disjoncteur déclenché. L'importance de faire cette vérification très soigneusement est, bien sûr, que si un disjoncteur a sauté, il empêchera le fonctionnement de systèmes potentiellement critiques. Il est donc essentiel de faire cette vérification minutieusement au début du vol. À 3h58, les pilotes avaient terminé toute leur préparation avant vol. Ils ont demandé l'autorisation de repoussage et de mise en route depuis leur porte pour commencer le trajet au-dessus de l'Atlantique. 21 minutes plus tard, à 4h01 et 8 secondes, l'avion a entamé une course au décollage tout à fait normale depuis la piste 04 gauche à New York. Quelques secondes après, dès que l'avion a eu un taux de montée positif, le commandant a demandé de rentrer le train d'atterrissage. Le copilote, après avoir confirmé le taux de montée positif, a placé le levier du train en position rentrée. Cela a ouvert les portes du train d'atterrissage. Le train d'atterrissage s'est rétracté dans l'avion, puis les portes du train d'atterrissage se sont refermées. Jusqu'à présent, rien d'anormal. L'avion continue de monter, l'équipage commence à accélérer l'avion et ils commencent à rentrer les volets jusqu'à ce que l'avion soit finalement dans ce que l'on appelle une configuration lisse, ce qui signifie que tous les volets sont rentrés et que le train d'atterrissage est rentré. À ce moment-là, à l'insu de l'équipage, ils ont rentré le train d'atterrissage. La durite hydraulique en Kevlar dont nous avons parlé plus tôt, qui est reliée au train d'atterrissage droit, a développé une fuite très près de l'endroit où elle était connectée à l'actionneur hydraulique. Il s'agissait d'une fuite assez importante et elle a rapidement commencé à vider le système hydraulique central. À mesure que la pression dans ce système diminuait, une alerte ACAS s'est déclenchée dans le cockpit indiquant « Vérifiez la pression du système hydraulique ». Les pilotes ont réagi à cette alerte comme il se doit en prenant le manuel de référence rapide et en parcourant la checklist associée à cette alerte. Le Boeing 767 a 3 systèmes hydrauliques, gauche, droit et central. Ces systèmes hydrauliques sont partiellement redondants. Ainsi, si un système tombe en panne, les autres prendront le relais et assureront les mêmes fonctions. C'est surtout vrai pour les commandes de vol, afin de garder le contrôle de l'avion, même en cas de perte d'hydraulique. Gauche, droite ou centrale, mais il y a quelques systèmes qui ne disposent pas de redondance hydraulique. L'un de ces systèmes est le système d'extension et de rétraction des volets, et un autre est le système d'extension du train d'atterrissage. Ces systèmes ont plutôt des redondances électriques. Cela signifie donc que si le système hydraulique central tombe en panne, c'est ce système qui assure à la fois la sortie et la rentrée des volets, ainsi que la sortie et la rentrée du train d'atterrissage. Eh bien, vous pourrez quand même sortir le train d'atterrissage. Pendant qu'ils suivaient la checklist, les pilotes ont vu qu'ils devaient utiliser les systèmes alternatifs. Mais l'avion est en configuration lisse. Il n'y a rien dans cette checklist qui nous empêche de poursuivre le vol vers Varsovie. C'est sans doute une bonne idée si nous avons des problèmes, car il faut de toute façon brûler ou éliminer le carburant. Donc, une fois qu'ils ont terminé la checklist, ils ont contacté leur centre opérationnel et leur ont parlé du problème. Ils ont donc décidé ensemble qu'ils pouvaient poursuivre leur vol vers Varsovie sans problème. Pour ceux d'entre vous qui pensent que cela semble être une décision étrange à prendre, après tout, ils viennent juste de partir d'un aéroport parfaitement fonctionnel. Pourquoi ne pas simplement retourner à l'aéroport pour régler ce problème? Honnêtement, je pense que j'aurais sûrement pris la même décision que cet équipage. Il n'y a rien dans la checklist qui les empêche de voler au-dessus d'un océan. La panne du système ne va vraiment poser problème qu'au moment de l'atterrissage. Et plutôt que de sortir au-dessus de la mer, de larguer du carburant puis de revenir, autant utiliser tout le carburant. Et le temps que cela vous donne pour discuter de la façon dont vous voulez procéder. Maintenant, ils ont tout le temps pendant qu'ils survolent l'océan Atlantique pour en discuter, n'est-ce pas? Quand souhaite-t-on utiliser la procédure alternative pour sortir le train d'atterrissage? Comment allons-nous gérer les volets? Que va-t-on dire aux passagers? Et ainsi de suite. Alors que le vol se dirigeait vers Varsovie, l'équipe opérationnelle de LOT Polish Airlines connaissait le problème.
Comme l'équipage, ils n'y voyaient pas vraiment de problème, n'est-ce pas? Il n'y avait donc aucune cellule de crise mise en place, aucun groupe ne se préparait à les assister à leur arrivée à Varsovie. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une procédure un peu différente, quelque chose que nous ne faisons pas très souvent, mais que nous pratiquons assez fréquemment sur simulateurs de vol. En fait, le commandant de bord a effectivement appelé le chef de cabine, le responsable de l'équipage cabine, dans le poste de pilotage pendant le vol pour lui expliquer qu'ils avaient un problème avec le système hydraulique. Mais ils ont tous les deux décidé qu'il n'y avait aucune raison d'en parler au reste de l'équipage, car il n'y avait aucune différence dans la procédure. Il n'y aurait rien de différent lors de l'atterrissage, ni aucun risque associé à cela. À ce stade, le reste de l'équipage de cabine n'était au courant d'aucun problème. Avant d'atteindre le sommet de la montée, le commandant de bord a informé son copilote de la procédure d'arrivée, sur l'approche et les différences résultant de leur panne. Cela comprenait la sortie du train d'atterrissage en utilisant la procédure alternative un peu plus tôt que d'habitude, juste pour s'assurer qu'ils avaient suffisamment de temps pour parcourir la checklist anormale. Ils ne l'auraient pas fait souvent et voulaient aussi vérifier le bon fonctionnement des systèmes. D'autres éléments à prendre en compte lorsque vous avez un problème avec votre système hydraulique sont, par exemple, de vérifier votre distance d'atterrissage. Les systèmes hydrauliques commandent différents spoilers en vol et au sol. Si un système hydraulique entier tombe en panne, comme ici, certains spoilers peuvent ne pas se déployer. Cela va donc influencer votre distance d'atterrissage, un aspect qu'ils auraient analysé avant la descente. À 12h17 UTC, le copilote se prépare à exécuter la procédure de sortie de secours du train d'atterrissage. Cette procédure consiste, entre autres, à appuyer sur le bouton de sortie du train d'atterrissage. Cela libérera électroniquement les verrous de maintien en position rentrée des portes du train d'atterrissage ainsi que du train d'atterrissage lui-même. Et le train d'atterrissage va alors, avec l'aide de la gravité, descendre et se verrouiller en position. C'est une procédure irréversible. Cela signifie qu'une fois que le train d'atterrissage a été sorti en utilisant la procédure de secours, l'équipage ne pourra plus le rentrer à nouveau. Il est donc vraiment important, avant d'utiliser cette procédure, de s'assurer que la météo est bonne à l'aéroport et qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait vous empêcher d'atterrir. Car si vous devez remettre les gaz ou interrompre l'approche pour une raison, le train d'atterrissage étant sorti, vous consommerez bien plus de carburant. Mais dans ce cas, la météo à Varsovie est magnifique. La piste en service est la piste 3-3 avec juste un léger vent arrière. Et une bonne visibilité. Donc le copilote termine la procédure, mais après le temps normalement nécessaire pour que le train d'atterrissage se déploie, il n'y a aucune indication que le train est sorti. Donc le copilote reprend la checklist QR, il suit toutes les étapes. Peut-être a-t-il manqué quelque chose, mais encore une fois, cela échoue. Le train d'atterrissage ne sort pas. À présent, les pilotes sont confrontés à un tout nouveau type de problème. Le problème précédent qu'ils avaient avec la perte du système hydraulique central était un problème qu'ils savaient comment résoudre. Mais le fait que la procédure de sortie de secours du train d'atterrissage ne fonctionne pas n'a rien à voir avec l'hydraulique. C'est potentiellement électrique et ils ignorent comment résoudre ce problème, alors ils abandonnent d'abord l'approche. Ils demandent des vecteurs vers une zone d'attente pour gérer cela. Heureusement, ils ont aussi pas mal de carburant, donc ils ont beaucoup de temps pour résoudre le problème. Ils contactent aussi leur centre des opérations pour signaler ce nouveau problème. Peu après, l'approche a été abandonnée et le contrôle aérien a été informé du nouveau problème rencontré. Le commandant de bord déclare également une urgence générale. Cela a pour avantage que le contrôle aérien commence maintenant à s'organiser en vue d'un atterrissage d'urgence potentiellement catastrophique. Il mobilise des ressources supplémentaires en matériel de lutte contre l'incendie et alerte les hôpitaux locaux. Beaucoup de personnel médical et d'ambulance seront aussi mobilisés. Et tout le personnel extérieur se rassemble aux points de rassemblement, qui sont des points prédéterminés à l'extérieur de l'aéroport. Ainsi, ils peuvent être très rapidement autorisés à entrer dans la zone de l'aéroport au cas où quelque chose de vraiment grave se produirait. L'avion en circuit d'attente, le commandant est en contact avec le centre des opérations et a demandé une assistance technique. Malheureusement, l'ingénieur qui est censé être disponible par radio parce qu'il se trouve en fait à l'extérieur de l'aéroport n'a pas accès à une radio fonctionnelle. Il faut donc environ 20 minutes à cet ingénieur pour se rendre au centre des opérations. Et bien sûr, c'est du temps que vous n'avez pas vraiment dans une situation comme celle-ci. Pendant ce temps, l'équipage échange avec un pilote instructeur présent pour résoudre le problème. Ce n'est qu'à l'arrivée de l'ingénieur, lorsqu'il peut leur parler,
qu'ils reçoivent de vrais conseils sur ce qu'ils devraient vérifier. Maintenant, l'ingénieur demande au copilote de revérifier une fois de plus le bouton d'extension d'urgence. Mais lorsque cela ne fonctionne pas, il lui dit aussi « Pouvez-vous retourner vérifier le panneau des disjoncteurs ?» Pour que le copilote voit bien le panneau des disjoncteurs, il doit sortir de son siège, donc il le fait et on lui demande d'aller vérifier en bas. Le disjoncteur Foxtrot 6, c'est le disjoncteur du moteur d'extension de secours. Il le vérifie, mais le disjoncteur n'a pas sauté. L'ingénieur lui conseille alors de le faire sauter manuellement, de le tirer, puis de le réenclencher pour voir si cela réinitialise le système. Mais il essaie quand même. Cela ne fonctionne pas, alors le copilote se relève simplement et retourne à son siège. Et maintenant, l'équipage commence à envisager la possibilité de devoir effectuer un atterrissage train-rentrée. Si le copilote avait baissé les yeux d'environ 30 cm sous le disjoncteur Foxtrot 6 avec lequel il travaillait, il aurait vu un autre disjoncteur qui aurait pu avoir sauté. À ce moment-là, ce disjoncteur était en position alpha 1. Et cela s'appelait le Battery Bus Distribution, donc le nom ne laissait pas penser que cela avait un quelconque lien avec le moteur de sortie alternatif du train d'atterrissage, mais il va s'avérer que c'était en réalité bien le cas. Maintenant, vous pourriez vous demander comment le copilote a pu ne pas voir que ce disjoncteur avait sauté? S'il l'a fait, il était juste là, vous savez, à quelques centimètres du disjoncteur sur lequel il travaillait déjà. Eh bien, pour expliquer cela, nous allons faire une petite expérience. Alors, j'ai ici 2 oranges et une pomme. Votre tâche va être de compter combien de fois cette pomme change de main. Très bien. Il est vraiment important que vous la suiviez car cela va être important pour un exercice ultérieur. Prêt? Très bien. Alors, c'était combien de fois? Bien. Mais as-tu aussi remarqué comment la dérive de l'avion se déplaçait en bas de l'écran ou les chats qui passaient derrière la chaise? Autre chose a-t-elle changé en même temps? Commente ci-dessous ce que tu as vu après avoir regardé la vidéo. Le but de cet exercice était de montrer quelque chose qu'on appelle l'attention sélective. C'est lorsque nous, n'importe quel être humain en fait, quand nous sommes sous stress et qu'on nous confie une tâche précise, notre attention va être entièrement focalisée sur cette tâche, n'est-ce pas? Nous risquons d'avoir une vision en tunnel pour tout le reste. Donc il est tout à fait possible que c'est ce qui est arrivé au copilote. Il était sous beaucoup de pression, toute la situation a généré beaucoup de stress. Et les ingénieurs lui ont demandé de chercher un disjoncteur spécifique, de le retirer et de le réinitialiser. Il est également possible que, si l'ingénieur avait plutôt dit « Peux-tu retourner en arrière et simplement vérifier rangée par rangée ?» Vérifie qu'il n'y a pas de disjoncteur déclenché, il aurait alors vu ce disjoncteur déclenché, n'est-ce pas? Mais comme il a reçu la tâche d'aller sur Foxtrot 6 et de travailler avec cela, il est probable qu'il se concentrait uniquement sur ce disjoncteur. Nous ne le saurons jamais, mais c'est une explication. Pendant ce temps dans le cockpit, le commandant de bord était aussi en contact avec le chef de cabine. Le chef de cabine était dans le poste de pilotage. Pendant que le copilote consultait le panneau des disjoncteurs, le commandant a informé le chef de cabine d'un possible atterrissage d'urgence, puis ce dernier est parti. Il donne l'instruction à tout le reste de l'équipage de cabine de commencer à préparer la cabine, et ils le font en faisant une annonce aux passagers, en expliquant comment fonctionne la position de sécurité, en expliquant ce qui pourrait potentiellement se passer. Et aussi comment utiliser les issues de secours au niveau des ailes, si elles doivent être utilisées, et à quoi va réellement ressembler l'évacuation. Aucune panique à bord de cet avion. Et cela est en grande partie dû au comportement très professionnel de l'équipage de cabine, qu'il a expliqué de manière calme et agréable. Cela montre l'importance du travail de l'équipage de cabine en situation d'urgence. À l'extérieur de l'avion, 2 F-16 de l'armée de l'air polonaise ont intercepté l'appareil. Ils l'ont fait juste pour vérifier la position du train d'atterrissage. Et ils peuvent très rapidement confirmer que le train d'atterrissage n'est pas sorti et verrouillé, mais que la béquille de queue est déployée. Quand le commandant de bord apprend des F-16 que le train d'atterrissage n'est pas sorti ni verrouillé, il tente une dernière chose, augmenter brièvement les forces G au cas où les butées hautes seraient libérées.
Le train d'atterrissage reste bloqué à l'intérieur, alors il tire doucement sur le volant. Cela crée momentanément des forces G qui auraient pu faire sortir le train d'atterrissage. Mais dans ce cas, rien ne se passe. Le commandant de bord a alors transmis le message au contrôleur aérien qu'il s'agirait probablement d'un atterrissage train rentré, et le contrôleur aérien a ensuite relayé cette information au service de secours. Ils ont alors commencé à recouvrir de mousse environ 3000 mètres de la piste 3-3 en préparation de l'arrivée de l'avion. Il convient également de mentionner à ce stade que Boeing ne recommande pas de recouvrir la piste de mousse. Répandre de la mousse extinctrice simplement parce que cela n'aide pas vraiment beaucoup n'est pas recommandé. Et aussi, lorsque les services de secours font cela, ils utilisent une quantité précieuse de mousse qu'ils pourraient avoir besoin au cas où quelque chose arriverait, au cas où un incendie se déclarerait. Et il faut environ 30 minutes pour ravitailler un camion de pompiers une fois qu'il n'a plus de mousse. Mais dans ce cas, il restait encore pas mal de temps avant que l'avion n'arrive, donc les secours ont eu le temps de recharger leur camion en mousse. Et je suppose que la mousse, eh bien, elle ne fait pas vraiment de mal. Donc, je dirais que ça n'a probablement rien changé non plus. Ni sur l'issue de l'atterrissage. Pendant l'attente, l'équipage se concentrait désormais sur tous les préparatifs possibles en vue de l'atterrissage sur le ventre à venir. Nous avons des sections dans notre manuel de formation des équipages de conduite qui nous expliquent comment nous sommes censés effectuer ce type d'atterrissage, que ce soit un atterrissage train complètement rentré ou un atterrissage avec seulement une partie du train sorti. Et si nous avons des crevaisons sur l'un des pneus, etc., il est donc probable que c'est probablement ce dont l'équipage discutait à ce moment-là. Les consignes données sont surtout d'atterrir le plus possible au centre de la piste. Parce qu'avec tous les trains rentrés, vous n'aurez pas de train avant pour vous aider à diriger sur la piste. Vous voulez garder un maximum de marge à gauche et à droite pour rester sur la piste, ce qui minimise les dommages potentiels à l'avion. Maintenant, en ce qui concerne la technique d'atterrissage, il s'agit de la technique d'atterrissage normale, mais gardez le nez relevé jusqu'à ce que vous sentiez que vous pouvez poser doucement l'avant de l'avion. Il ne faut pas le garder relevé trop longtemps, sous peine de perdre l'efficacité aérodynamique de la gouverne de profondeur, donc il faut bien poser l'avant de l'avion. L'avion finira par toucher la piste avec les moteurs à un moment donné. Vous ne devez utiliser les inverseurs de poussée que si c'est absolument nécessaire pour arrêter l'avion. La raison en est que lorsque vous touchez la piste avec les moteurs, vous risquez de les endommager, donc il se peut que vous ne puissiez pas utiliser les inverseurs de poussée sur un ou les deux moteurs. Si vous n'utilisez l'inverseur de poussée que sur un moteur, cela pose aussi un problème de contrôle directionnel de l'avion. La prochaine chose à laquelle nous devons penser, c'est de savoir si nous voulons utiliser les spoilers sur les ailes. Le manuel d'entraînement de l'équipage de conduite précise encore une fois que nous ne devrions vraiment déployer les déporteurs qu'en cas de problème de distance d'atterrissage, en cas de souci avec la distance d'atterrissage. Et l'idée derrière cela, c'est que si les ailes touchent la piste, elles pourraient être endommagées. Et vous ne voulez pas risquer de ne pas pouvoir rétracter les spoilers au cas où il faudrait évacuer sur les ailes. Les pilotes choisissent d'attendre jusqu'à ce que leur carburant soit au strict minimum. Et ensuite, ils entament leur approche pour la piste 3-3. Avant l'approche, le commandant s'adresse encore au chef de cabine et lui donne une instruction inhabituelle. Il dit « Dites à l'équipage de cabine de commencer l'évacuation dès que nous serons arrêtés sur la piste, même sans mes ordres. » Donc, cela va un peu à l'encontre des procédures opérationnelles normalisées. En général, l'équipage de cabine attendra toujours l'ordre du commandant de bord avant de commencer une évacuation, sauf si il est évident qu'elle est nécessaire, comme dans le cas d'un incendie, d'une dislocation de l'avion, d'un amérissage ou d'une fumée dense. Dans ce cas, le commandant de bord donne l'ordre, le chef de cabine le transmet à l'équipage, puis ils entament l'approche, le commandant de bord étant aux commandes. Ils sortent les volets à 20 degrés en utilisant la procédure de sortie des volets de secours. Rappelez-vous, ils ont toujours des soucis d'hydraulique. Et le commandant de bord effectue une approche parfaitement maîtrisée pour l'atterrissage. Pile sur l'axe central, exactement comme prévu. L'arrière de l'avion touche la piste en premier, puis il repose sur les deux moteurs pendant la course d'atterrissage. Quelques étincelles jaillissent des moteurs, surtout du côté droit du moteur numéro 2. Il garde l'axe de piste avec la gouverne de direction, efficace jusqu'à environ 60 nœuds. Il s'arrête parfaitement au centre de la piste, juste après l'intersection avec la piste 2-9. Lorsqu'il s'arrête, un petit feu se déclare dans le moteur numéro 2, mais il est rapidement éteint par les services d'incendie qui attendaient l'avion.
L'évacuation débute aussitôt à l'arrière, mais elle est un peu retardée à l'avant de l'avion. Cela s'explique car le chef de cabine hésite en raison de l'atterrissage sans incident. Il veut simplement s'assurer que le commandant de bord souhaite toujours qu'ils évacuent, alors il passe la tête dans le cockpit et demande au commandant de bord. Le commandant de bord confirme « Oui, on évacue » et environ 12 secondes plus tard, les portes avant sont également ouvertes. L'ensemble de l'avion est évacué dans le délai réglementaire de 90 secondes. Seul le commandant de bord et le chef de cabine restent à bord, qui parcourent tout l'avion pour s'assurer qu'il ne reste plus aucun passager avant de quitter eux aussi l'appareil. En ce qui concerne les blessés, cet atterrissage d'urgence et cette évacuation ont été un immense succès. Pas un seul des passagers ou des membres d'équipage n'a été blessé lors de l'incident. Dès que les pompiers ont terminé de s'occuper de l'avion, l'enquête et la récupération de l'appareil ont commencé. Tout d'abord, ils devaient trouver une grue suffisamment grande pour pouvoir soulever ce gigantesque Boeing 767 du sol. Cela a pris quelques jours, et une fois que la grue est arrivée, ils ont raccordé l'avion à une unité d'alimentation au sol, puis la grue a soulevé l'appareil. Pendant qu'ils faisaient cela et que l'avion était suspendu dans les airs, une équipe d'enquêteurs dans le cockpit avait déjà fait une découverte. Ils ont trouvé un disjoncteur sauté à la position alpha 1, alors ils ont réenclenché le disjoncteur. Ensuite, ils ont actionné à nouveau l'interrupteur d'extension de secours et cette fois-ci, l'extension de secours du train d'atterrissage a parfaitement fonctionné. Donc, dès le début, l'équipe d'enquête avait une très bonne idée de ce qui avait causé cela. Ils ont passé en revue le cockpit, l'enregistreur de voix, l'enregistreur de données de vol, ainsi que les témoignages de toutes les personnes impliquées dans cet incident. Et ils rédigent le rapport final. Et dans le rapport final, ils indiquent que la raison de cet accident est la rupture de la durite en Kevlar, qui a entraîné la perte du système hydraulique central. Ensuite, il y a le fait que le copilote, alors qu'il travaillait sur le disjoncteur Foxtrot 6, n'a pas remarqué le disjoncteur Alpha 1 qui avait peut-être sauté. Et nous disons peut-être sauté parce que il n'y a aucune indication sur le moment où ce disjoncteur a sauté, s'il avait déjà sauté au début du vol, si cela s'est produit pendant le vol, ou si cela s'est produit lors de la panne, car il n'y a aucun indicateur dans le cockpit pour signaler un disjoncteur sauté, et dans ce cas précis, pour ce disjoncteur particulier, il n'y avait aucune trace non plus dans l'enregistreur de données de vol. Donc, nous ne saurons jamais vraiment à quel moment ce disjoncteur a sauté. Le fait qu'il soit resté déclenché lorsqu'ils ont essayé de sortir le train avec la procédure alternative a empêché la procédure de fonctionner. Quelques recommandations ont été émises à l'issue de cette enquête à l'attention de Boeing. Des recommandations ont été faites pour modifier la structure de la checklist des procédures anormales. Si le train d'atterrissage ne sort pas avec la procédure alternative, davantage d'instructions devraient être données à l'équipage sur la conduite à tenir. Il devrait aussi être obligatoire d'installer cette protection sur le panneau des disjoncteurs pour éviter qu'un disjoncteur soit tiré par inadvertance. Et que la compagnie aérienne mette en œuvre le bulletin de service, ce qui aurait permis de protéger dès le départ la durite hydraulique en Kevlar. L'avion a été tellement endommagé lors de l'atterrissage train-rentrée qu'il n'a pas été jugé économiquement viable de le réparer. Et à cause de cela, cela est enregistré comme une perte totale, c'est-à-dire la perte d'un avion, mais avec une issue très positive. Ceci est principalement dû au professionnalisme de l'équipage lors de l'atterrissage d'urgence. Et aussi l'excellent travail de l'équipage de cabine ainsi que des passagers à l'arrière de l'avion. Savez-vous que j'ai une autre chaîne appelée Mentour Now? Eh bien oui, et sur cette chaîne, je fais des vidéos sur l'actualité du secteur aérien. Je fais des lives, du contenu interactif et j'explique des sujets sur lesquels vous pouvez avoir des questions, comme dans les anciennes vidéos de Mentour Pilot. Si vous voulez aller voir ça, cliquez ici. Regardez mes dernières vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne également. Et si vous voulez continuer à regarder en boucle des incidents et des accidents, alors allez voir cette playlist. Passez une journée fantastique. Pour me soutenir et encourager mon travail sur la chaîne, rejoignez ma communauté Patreon ou achetez des articles dérivés. Au revoir.